Merci à tous. Donc, du coup, voilà, donc je vais taper sur «J'ai compris». Merci à tous d'être là. Merci à Marion, d'avoir organisé cette rencontre et donc moi, je m'appelle Cécile Dubernay, je travaille à l'Institut catholique de Paris et donc je vais prendre le temps de vous présenter quelques conseils qui ont été, réunis ensemble suite, comme je le disais, à un gros projet de financement qui a eu lieu au printemps de cette année et par lequel un certain nombre de projets d'intervention civile de paix ont pu être financés. Et alors, en ce qui me concerne, j'ai fait partie des évaluateurs des différents projets. Et bien sûr, tout était en anglais, puisque c'était un projet financé dans le cadre d'un réseau britannique. Mais bien sûr, il y avait des projets qui ont été financés qui étaient hispanophones, qui étaient aussi francophones. Simplement, voilà, tout le process avait lieu en anglais. Et suite à ça, si vous voulez, un certain nombre de conseils ont été réunis euh, pour partager aux personnes qui n'ont pas forcément eu de financement et puis aux autres personnes qui s'intéressent et qui veulent comprendre comment être obtenir des financements, comment postuler à des appels à projets. Et donc, il y a eu plusieurs présentations, je crois, qui ont été faites en anglais. Et ensuite, eh bien, on a décidé de traduire ces conseils en français parce que ça peut effectivement intéresser des partenaires francophones. Et quand je dis que ça peut vous intéresser, c'est, alors, bien sûr, dans le cadre de ce projet, ce réseau qui s'appelle Créer un espace plus sûr, ce réseau britannique, mais bien sûr, ce sont des conseils qui s'appliquent à beaucoup d'autres types d'appels à projets. Je pense aux appels à projets européens, je pense aux appels à projets qu'on peut trouver dans des fondations. Donc, il y a des pôles d'argent sur lesquels il faut savoir se positionner. Et je pense que les quelques conseils sur lesquels je vais revenir maintenant peuvent aider pour bien structurer les appels auxquels on répond. Donc, en l'occurrence, on va partir effectivement de ce qu'on a travaillé cette année avec mes collègues britanniques. Donc, ça se faisait dans le cadre donc d'une compétition, d'un appel à projet organisé par le réseau Créer un espace plus sûr, Create Safer Space en anglais. Et c'est un réseau qui était donc financé par les deux institutions que vous voyez ici. Je vais mettre... Là, voilà, vous le voyez en plus gros, j'imagine, le Global Challenge Research Fund et Art and Humanities Research Council. Ce sont des financements publics de la recherche britannique. C'est l'appel à projet qui était important, a reçu un ensemble de presque 60 dossiers. Et de ces 60 dossiers, ils en ont examiné à peu près 50. Je vous expliquerai pourquoi 9 n'ont pas été examinés. Et il y avait deux pôles de financement. Un pôle pour les gros projets, c'était à peu près des projets de 100 000 pounds britanniques, et puis des projets de plus petite envergure, aux alentours de 20-25 000 pounds, si je ne me trompe pas. Moi, je m'occupais surtout des gros projets, donc je connais plus ce qui s'est passé sur la base des très gros projets de 100 000 pounds. Et vous le voyez, ils ont pu financer sur les 29 demandes pour les gros projets 6, c'est-à-dire un taux de réussite d'environ 20%. Et puis sur les plus petits projets, ils ont pu en financer 7 sur 21 demandes, donc un taux de réussite de 33%, ce qui n'est pas si mal que ça, c'est-à-dire une chance sur 3 quand même d'être financé. Mais il n'empêche que ça demande beaucoup d'efforts et que voilà, un certain nombre de projets qui étaient très bons, hein. Moi, je l'ai vu sur les gros projets, des projets très intéressants n'ont pas pu être financés. Alors, les projets qui ont été financés dans le cadre de cet appel à projets ont été principalement sur les pays suivants, la Colombie, parce que là, il y a toute une expérience en intervention civile de paix qui est importante. Le sud du Soudan, où il y a tout un travail, et notamment NP a été quand même un des précurseurs du travail au Sud-Soudan. Le Myanmar, qui, vous le savez, dans une situation difficile, mais où il y a des projets qui tiennent sur la durée. Les Philippines, où il y a toute une histoire d'intervention civile de paix, mais aussi il y a eu au moins un projet au Cameroun, en Palestine et au Nigeria. Important peut-être pour vous, c'est que 4 des projets étaient en fait menés, c'est-à-dire dirigés complètement par des organisations du Sud. 9 étaient dirigés par des universités britanniques, mais tous les projets avaient des formes de copartenariat.
C'était toujours des partenariats nord-sud. Et ça, c'est aujourd'hui, que ce soit dans les projets en cadre de ce réseau ou dans des projets européens ou dans des projets de fondation, ce qui est recherché le plus souvent, c'est des projets de partenariat. Et c'est là qu'effectivement, les plus petites organisations du Sud et les organisations de terrain ont une chance parce que finalement, elles ont le savoir. Elles ont le savoir terrain, elles ont la connaissance terrain. Et la clé, c'est entrer en dialogue avec des organisations plus importantes, plus des pays d'où viennent les financements, pour pouvoir effectivement valoriser leurs apports. Et ils sont importants parce que les organisations du Nord, les universités du Nord, etc., ne peuvent rien faire si elles n'ont pas de partenaires du Sud. Et partenaires au sens que le savoir est co-créé, que le travail est co-créé. Ça, c'est un des fondamentaux d'intervention civile de paix, que ce soit sur le travail de terrain ou dans le financement de la recherche. Donc ça, c'est important. C'est un projet, moi j'ai été très impressionnée, moi je suis française, je travaille sur différents types de travaux français, mais du coup j'ai vraiment travaillé avec des collègues américains et des collègues anglophones et britanniques en particulier, et j'ai découvert à quel point les dossiers étaient vraiment très très développés. Chaque dossier était lu par plusieurs évaluateurs, sur les gros dossiers, on était 5 évaluateurs, dont 2 qui rapportaient, et avec à chaque fois des rapports et des contre-rapports. Donc, beaucoup, beaucoup de travail pour les évaluateurs. Et on a eu des séances de travail ensemble où on a donné des notes aux différents dossiers, on a classé les différents dossiers. On était une vingtaine d'experts impliqués dans ce processus d'évaluation. Et ce dont je vais vous parler maintenant, avant d'écouter un peu vos questions, c'est 10 éléments clés ou 10 leçons que nous, on a tirées, parce qu'on a beaucoup appris du processus nous-mêmes, de comment avoir des demandes de financement qui passent bien, qui soient bien comprises et qui aient des chances d'être financées. Vous êtes toujours là? Je ne vous ai pas perdu? On est toujours là. Super, super. Alors, là, vous les voyez un petit peu présentés de façon graphique, mais ce que je propose, c'est d'aller directement de l'un à l'autre. Et ce que je propose aussi, Marion, si tu es d'accord, c'est que tous les gens qui en font la demande peuvent bien sûr obtenir le PDF de ce document qui peut être partagé. Oui, oui, très bonne idée. Je le partagerai, on pourra le partager avec l'enregistrement et puis je le mettrai aussi sur la plateforme, dans le groupe du réseau pour celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Tout à fait. Et il sera mis aussi sur le site du comité ICP Oui, en super. France. Comme ça, on va se le partager, on va le Super. partager largement. Oui, tu m'enverras la dernière version alors. Voilà, je renverrai la dernière version, comme ça elle sera mise à disposition de tous ceux qui le veulent. Alors, les 10 leçons, c'est un peu comme un entonnoir, on va aller du plus large au plus précis. Alors, il y a beaucoup de textes, je vais synthétiser les éléments clés. La première chose, c'est finalement d'être vraiment certain, quand vous voyez un appel à projet, d'être vraiment certain du fait que ce que vous pouvez proposer, votre projet, répond finalement aux critères d'éligibilité. Très souvent, il y a des critères techniques d'éligibilité. Par exemple, quel type d'organisation ont le droit de postuler? Quel type de personnes peuvent demander à être financées? Est-ce qu'on est bien sur les thèmes du projet? Donc, il s'agit vraiment de lire les appels à projets qui sont souvent très détaillés, je pense en particulier aux appels à projets européens, et véritablement de regarder, il y a souvent des conditions financières, il y a souvent des conditions de co-participation, donc il faut lever des fonds en même temps que pouvoir en avoir. Donc ça, je suis sûre que vous connaissez déjà ces éléments-là, mais c'est des éléments importants parce que parfois, effectivement, c'est ce qui est arrivé dans ce cadre-là. Je vous ai dit, on a eu presque 60 demandes et il y en a 9 quand même, c'est presque 20%, qui ne correspondaient pas aux critères de base. Et donc, on a dû les éliminer tout de suite, ce qui fait que c'est des gens qui ont passé beaucoup de temps pour monter un projet, etc., et qui en fait n'avaient soit pas la taille requise, soit pas le type de partenariat requis pour pouvoir tout simplement être considérés, pour tout simplement être examinés. Donc ça vaut vraiment le coup de lire le document, de le lire à plusieurs. Derrière ça, il y a le fait, comme ça prend du temps, et monter les projets, ça prend du temps, il y a le fait, et ça c'est quelque chose sur lequel on pourra discuter, que ça vaut le coup de réfléchir à la mise en place d'un système peut-être de veille
sur les appels à projets. Parce que c'est quelque chose, quand on est tous chacun dans notre travail, dans notre action, etc., on n'a pas toujours le temps de voir tous les appels à projets qui peuvent passer. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra souligner, que ce soit par rapport au réseau, créer des espaces futurs, que ce soit par rapport au travail du comité ICP en France, le travail de NP en particulier. C'est effectivement peut-être réfléchir à comment faire une veille stratégique sur les différents types d'appels à projets et puis les différents critères demandés. Donc, vraiment répondre aux critères. La deuxième chose qui est importante, c'est de bien comprendre, au-delà des critères techniques de compatibilité, de bien comprendre qu'est-ce que cherche à faire l'appel à projet. C'est-à-dire, peut-être, il faut regarder aussi un petit peu à quoi il se rattache, quel type d'organisation le lance. Il faut bien relire le cadrage général pour comprendre ce que les gens qui ont mobilisé ces pools financiers, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Est-ce qu'ils ont des objectifs spécifiques ou plutôt larges? Dans les appels à projets européens, en général, c'est assez large et en même temps, il faut montrer on peut être très spécifique. Dans le projet dont je vous parle, qui a eu lieu cette année, on était sur quelque chose de très spécifique sur l'intervention civile de paix, surtout ce qui était protection civile non armée. Et donc, il fallait bien rentrer dans ces critères. Voilà, on a eu parfois des projets qui étaient un peu plus larges, un peu plus générales, etc. Et du coup, ils n'ont pas eu forcément les meilleures notes. Hein. Certains ils ne démontraient pas finalement, ils avaient des idées, mais ils ne démontraient pas comment ils pouvaient nous permettre de mieux comprendre ce que c'était que la protection civile non armée. Comment du terrain, et à partir du travail qu'ils faisaient, on pouvait véritablement prendre des leçons en protection civile non armée. Et donc, ces projets-là, en fait, ils ont été parfois examinés parce qu'ils répondaient aux critères techniques, mais ils ont perdu des points parce qu'on ne voyait pas forcément comment ils correspondaient aux appels, aux objectifs finalement du financement. La leçon numéro 3, et ça c'est une leçon qui se joue dans le partenariat, c'est qu'en fait c'est très important quand vous présentez votre projet de montrer en quoi il s'intègre dans une littérature, dans un champ déjà existant particulier. Comment elle se rattache à des traditions des Nations Unies, comment elle se rattache à des traditions dans la littérature. Alors là, en l'occurrence, on était sur un projet de recherche et donc il fallait être capable de montrer comment on avait compris ce que disait la littérature scientifique sur la protection civile non armée et on pouvait apporter quelque chose de complémentaire, quelque chose de particulier, quelque chose qui venait du Mali, quelque chose qui venait du Cameroun, qui nous permettait de mieux comprendre ce que c'était. Voilà. Et donc, il fallait arriver à expliquer comment le projet permettait d'approfondir les connaissances sur l'autoprotection, sur la protection civile non armée. Et donc, il y avait des projets qui étaient très clairs là-dessus, qui faisaient explicitement référence à de la littérature scientifique, à de la littérature onusienne, à de la littérature grise, qui montraient qu'ils connaissaient les bibliothèques, les bases de données, etc. Donc, ces projets-là, ils sont passés au-dessus des autres, clairement. Et ça, c'est quelque chose, si vous venez du terrain, vous n'avez pas forcément le temps de faire tout ça, mais c'était quelque chose qui se jouait vraiment parce que les projets, c'était des projets où il y avait des partenaires du terrain qui, eux, apportaient toute la compréhension du terrain, toute la pertinence, la connaissance des langues, etc. Et puis, ils étaient reliés à des universitaires qui, eux, connaissaient le champ universitaire. Et on a vraiment vu que c'est quand il y avait des partenariats, je reviendrai dessus, des partenariats solides et complémentaires, que les projets étaient mieux notés par nos équipes de cette manière-là. Et ça, il faut arriver à l'écrire aussi, bien sûr, de façon assez claire, qui n'est pas toujours facile. La leçon numéro 4, c'était demandé dans le questionnaire que les projets devaient remplir, mais la leçon numéro 4, c'était d'avoir un plan de recherche clair et détaillé. Et ça on l'a vraiment lu, c'est-à-dire qu'on devait comprendre aussi le comment des choses. Comment vous construisez, en l'occurrence, c'était des projets qui permettaient de mieux comprendre la façon, par exemple, dont les communautés
local s'autoprotéger. Comment vous récupérez de l'information du terrain? Est-ce que vous organisez des entretiens? Si vous organisez des entretiens, avec qui vous organisez des entretiens? Quel type de population? Si vous organisez des ateliers, comment vous allez travailler, préparer ces ateliers? Qui va participer à ces ateliers? Comment les gens vont pouvoir produire de la donnée? Qu'est-ce que vous allez faire de cette donnée? Où est-ce qu'elle va être stockée? Qui va s'en occuper? Le comment des choses devait être aussi assez clair. Ok. Donc, il fallait avoir une partie qui explique véritablement le comment des choses. Et une des choses sur lesquelles je voulais attirer votre attention, c'est que, bien sûr, tout le monde voulait partager, était très enthousiaste dans les différents projets qu'on a regardés, mais parfois aussi, effectivement, les auteurs des différents projets voulaient trop en faire. Ils voulaient en fait trop mettre et ils avaient parfois des ambitions qui étaient extrêmement hautes. Et finalement, on le verra après, en décalage avec le budget qu'ils avaient construit. Et finalement, des fois, on se rendait compte que on nous promettait trop par rapport au budget qui était donné, je reviendrai sur le budget, par rapport aux ambitions même du projet. Et donc, quand on voyait des décalages entre ce qui était promis et les ressources demandées, etc., ça, c'était parfois un problème. Okay. Donc, il faut trouver cet équilibre pas facile entre promettre des choses claires, mais ne pas non plus trop promettre. Parce que si on promet trop, on devient plus crédible dans le projet. Et ça pénalise au niveau de la notation. Autre point important, et ça c'était très lié à l'appel à projet que l'on avait, qui était vraiment sur les communautés locales et le travail avec les communautés. Dans ce réseau, hein, c'était vraiment un réseau qui travaille sur l'intervention civile de paix, qui travaille sur la protection civile non armée, et on est véritablement dans une compréhension du travail de paix et du travail de protection sur le terrain qui part de l'action, très important, que ce sont les communautés qui font le travail, ce sont les communautés qui prennent les risques, ce sont les communautés qui assument ces risques. Et donc, ce sont elles qui ont non seulement les savoirs, mais ce sont elles qui doivent être vraiment pleinement dans la décision des choses. Et donc, quand on propose de la recherche, c'est de la recherche avec les communautés. Dans certains des projets qu'on a examinés, qui étaient toujours des partenariats entre des universités et des acteurs locaux, il y avait des partenariats où on voyait bien que les communautés locales allaient gagner, étaient en charge et allaient finalement pouvoir développer leurs propres capacités à travers ce projet. Il y avait d'autres projets où on voyait plus finalement des extérieurs venir observer ce qui se passe et puis repartir avec le savoir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en sciences la recherche extractive. C'est-à-dire que nous, universitaires, on peut aussi aller faire soi-disant des partenariats, puis finalement récupérer des données, les ramener dans nos universités du Nord, et puis finalement, ça n'a pas servi à grand-chose pour les personnes sur le terrain et qui restent sur le terrain. Et donc là, on a fait vraiment attention à favoriser les projets où il y avait clairement des partenariats, je dirais, gagnant-gagnant, d'une certaine manière, mais où la priorité était quand même mise sur la production des savoirs au Sud et la protection des savoirs pour le Sud aussi, pour les partenaires locaux. Et je pense, alors c'était particulier à cet appel à projet, mais je pense que c'est quelque chose qui se développe beaucoup plus largement. Aujourd'hui, on a bien mieux compris que c'est au niveau local que les projets pérennes peuvent se construire. Et de ce fait, aujourd'hui même, je regarde les appels à projets européens, etc., on travaille beaucoup plus sur la recherche avec, la recherche ensemble, la recherche action. Et donc, je pense que là, c'est une chance pour les organisations du Sud de faire valoir leur savoir et qu'on se mette aussi à l'écoute de ce qu'ils ont à apporter. Donc, en tout cas, pour nous, c'est un critère important et je pense que c'est un critère qui se développe. Donc, ça, c'est une chance à saisir. La leçon 6,
c'est qu'on demandait dans ce projet, et c'est demandé dans beaucoup de projets, un plan de diffusion, justement des connaissances développées à travers le projet. C'est-à-dire, ces connaissances, bien sûr, elles vont être générées dans le partenariat, dans le projet, elles vont servir aux communautés locales, mais aussi comment est-ce qu'elles vont être partagées, à qui elles vont être partagées, comment elles vont être partagées. Est-ce qu'il va y avoir une exposition sur le travail? Est-ce qu'il va y avoir des ateliers de diffusion? Est-ce qu'il va y avoir de la production universitaire? Tous ces éléments devaient être aussi clairement exposés, et comment dire, les projets qui ont eu de meilleures notes ou de moins bonnes notes sont des projets qui ont été assez clairs là-dessus et qui ont été aussi réalistes, hein. Il ne s'agissait pas de promettre la lune à tout le monde, 25 papiers universitaires, 3, 4 ateliers. Non, il fallait être réaliste par rapport à l'argent qui était demandé, et en même temps, il fallait avoir une idée de comment on peut diffuser ces pratiques de protection autour de soi et puis plus loin à la communauté internationale. Donc, trouver un bon équilibre, trouver des biais, des façons de… Alors, beaucoup avaient proposé, par exemple, voilà, des éléments de site web. Mais la question, c'est comment on maintient un site web dans la durée? Est-ce qu'ils avaient prévu dans leur budget quelque chose de clair là-dessus? Vous voyez, il faut trouver cet équilibre, cette crédibilité dans ce qu'on peut faire. Autre point très important, mais ça fait écho à ce que je vous ai déjà dit, il faut des équipes qui étaient bien définies. Il y a des projets qu'on a pénalisés parce que les équipes n'étaient pas forcément très claires, on ne voyait pas trop qui faisait quoi, qui était en charge de quoi. Ça a beaucoup joué dans notre évaluation. Et quand on dit des équipes, c'est des équipes avec des rôles. Donc, plus vous êtes précis dans qui va être recherche assistant, qui va prendre en charge ce pôle de recherche, qui va faire quoi, ça rassure. En fait, c'est un élément qui rassure, avec l'élément budget sur lequel je vais revenir, c'est un élément qui rassure les relecteurs de projets, de comprendre, on sait qui va être impliqué. On sait combien de personnes vont être recrutées pour telle action. On sait combien de personnes vont être dans les ateliers et vont revenir. Tout ça, évidemment, ça demande de la préparation, etc. Mais plus vous pouvez être précis là-dessus, plus ça peut effectivement rassurer les évaluateurs. Dans ce partage des rôles, ce qui est important, c'est qu'on ait l'impression d'un partenariat équitable. Donc là, je fais vraiment écho à ce que je vous ai déjà dit. Un partenariat équitable entre les organisations peut-être plus du Nord, et puis les organisations de terrain, et puis les organisations intermédiaires. On a travaillé aussi avec des projets qui avaient des universités de différents pays, avec un partenariat université du Nord, université du Sud, acteurs locaux. Acteurs de terrain ou acteurs culturels, par exemple, de terrain. Donc, l'idée d'avoir ces partenariats, c'est vraiment très intéressant. Après, il faut effectivement qu'on sente justement un équilibre qui permette finalement une émancipation de tous les acteurs et notamment des communautés locales. Marion, je vois que quelqu'un est dans la salle d'attente. Je vois que ça apparaît, donc je vais Merci l'admettre. beaucoup. Du C'est coup, tout c'est bon, facile. je l'ai C'est admise, bon? excuse-moi. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Donc, l'équilibre des partenariats. Voilà, attendez, je vais repartir. Donc, voilà. Avant-dernier point, puisqu'il y en a 10, un budget détaillé et équilibré. Alors, le budget, c'est un élément essentiel. On a passé beaucoup, beaucoup de temps sur le budget. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le budget, c'est souvent très pénible à construire et très compliqué. Mais c'est avec le budget qui finalement, le budget, c'est un peu l'axe vérité, si vous voulez. C'est le budget qui nous permet de regarder si tout ce qui a été proposé est réaliste par rapport au budget. Si finalement, on a un grand speech sur l'équilibre du partenariat, etc., et qu'on voit qu'en fait, tous les sous vont à l'Université du Nord, on se dit, bah non, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans le projet. Et donc, le budget, c'est vraiment notre voilà, critère vérité, critère cohérence. Est-ce que ça correspond à ce qui est promis? Est-ce que ce qui est promis
est crédible et faisable. Est-ce que finalement, on a regardé par exemple aussi voilà, tous les budgets voyage. Les budgets voyage, vous savez qu'on est en train d'essayer de réduire notre environnement, notre impact environnemental. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt favoriser les voyages locaux? Est-ce que du coup, ça permet de favoriser plus les acteurs locaux qui vont avoir moins de voyages à faire, etc. Comment, voilà, le rapport qualité-prix finalement du projet va être véritablement important. En même temps, l'humain est très important, se rencontrer est important, mais comment est-ce qu'on construit ça? C'est assez important. Il faut que les dépenses soient justifiées. Des fois, on trouvait dans le budget des dépenses et on ne comprenait pas à quoi elles correspondaient dans le projet. Alors là, c'est un très mauvais point pour le projet. Si vous, d'un seul coup, vous demandez des caméras et du matériel électronique et qu'en fait, on ne voit pas à quoi c'est utile dans le budget, c'est un mauvais point. Et de même, si vous dites dans votre projet que vous allez monter un site web, machin, truc, et puis que dans le budget, on ne voit rien, aucun budget pour le montage d'un site web, là, pareil, incohérence, et tout de suite, ça fait descendre la note de votre projet. Donc, le budget, c'est vraiment un élément qui fait qu'on va vérifier la crédibilité de tout le reste. Dernier point, et ça, c'est un point très particulier, mais très important, pour les projets qui ont à voir avec la sécurité humaine et les projets qui ont à voir avec les zones de conflit, les projets qui ont à voir avec la protection et notamment la protection des personnes vulnérables, des femmes, etc. On avait demandé, et ça se fait de plus en plus, on avait demandé à tous les gens qui ont soumis des projets d'avoir une réflexion éthique sur les risques de leurs projets. Parce que c'est bien de parler d'émancipation, de parler de protection, etc. Mais quand on travaille avec des gens sur des terrains de conflit, sur des terrains dangereux, quand on demande à des gens de partager des informations, de venir pour des ateliers, de créer des bases de données, de créer une exposition sur des éléments, ces personnes sur le terrain, elles prennent aussi des risques, elles donnent des informations. Et il y avait donc pour chaque projet toute une réflexion à avoir sur les questions de confidentialité, sur la sauvegarde des données, où est-ce qu'on va gérer les données, sur la protection des personnes vulnérables. Et certains projets, on a véritablement pénalisé parce qu'il n'y avait pas assez de réflexion sur ces questions éthiques, sur voilà, qu'est-ce qu'il allait se passer avec les personnes qui étaient impliquées dans le projet. Est-ce qu'il y avait des mesures qui étaient prises pour protéger les personnes? Est-ce qu'il y avait des mesures qui étaient prises pour qu'il n'y ait pas d'effet voilà, de mise en danger pour les personnes qui participaient au projet? Donc ça faisait partie de nos critères et ça a servi effectivement à évaluer les différents projets. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu des leçons en fait, que nous, on avait appris, donc un certain nombre de points. Et comme je vous l'ai dit en introduction, je pense que ces points-là, c'est des points que tout le monde peut garder pour n'importe quel appel à projet. Parce que ce sont des points de cohérence, parce que ce sont des points de crédibilité. Et donc, c'est ce qu'on voulait partager avec vous ce soir. Et maintenant, je pense que le plus important, alors je vais arrêter le partage Cécile, peut-être d'écran. sinon, on peut mettre, si c'est possible pour toi, juste la première page, tu sais, où il y a le résumé de toutes les... Oui, bien sûr. On peut refaire ça, Peut-être pour les questions, effectivement. Comme pour ça, se les gens peuvent référer à revenir sur les questions, effectivement. une Donc, je vais notion. repartager mon écran, mais juste... Alors, je vais repartager mon écran ici. La première page, c'est-à-dire, tu veux dire la page où il y avait les différents... Oui, voilà. Celle-ci, je me dis que ça peut être un bon point si jamais pour se référer Tout à fait. Alors, attendez, un je vais élément. échapper ça. Hop là. Je vais repartir sur, effectivement, la page où il y avait Voilà. effectivement tous les critères. Voilà, je pense que ça peut peut-être Mhm. vous rappeler quelque chose. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de vous partager ces choses qui peuvent paraître un petit peu théoriques, mais qui nous ont été essentielles dans ce premier, comment dire,
ce première grande tranche d'argent. Et voilà, à partir de là, voilà, on est à l'écoute vraiment de vos questions sur la recherche de financement de façon générale, si on peut y répondre. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation. Moi, pendant que je traduisais, pendant que je travaillais à la traduction, j'ai aussi beaucoup appris. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Je pense qu'en effet, on a beaucoup à apprendre. Donc, il y a certains groupes dont leur projet porte sur une recherche-action. Donc, je pense que c'est encore plus intéressant et utile pour eux. Mhm. Mais en effet, je pense qu'on peut quand même pas mal extrapoler ça à des demandes de financement, soit à des fondations, soit à des donneurs institutionnels. Tout à fait. Je pense que voilà, ça peut tout à fait s'extrapoler, puis on peut en discuter aussi. Ça peut être une discussion qu'on peut avoir en partie maintenant, puis en partie en plus petit comité aussi plus tard. Du coup, bah, je laisse la parole à celles et ceux qui ont des questions. N'hésitez pas, comme je dis, c'est une opportunité quand même très intéressante d'avoir Cécile qui nous répond à ces questions, vu qu'elle a été dans une équipe dans un, comment on appelle ça, un groupe Oui, on était les financement, évaluateurs des ouais, projets. évaluateur, voilà. Voilà, tout à Ah, donc, c'est pas souvent qu'on a le point de vue, en fait, de l'autre côté, oui, de l'autre tout à côté fait. du miroir. Et Voilà, ça peut être ce très que je, intéressant. peut-être de façon générale, ce que je voulais dire, c'est que je sais à quel point, parce que je l'ai vu, moi sur cet appel à projet-là, je connaissais des partenaires francophones africains. Je leur avais transféré l'appel à projet et initialement, ils m'avaient dit oui, on veut y aller, on veut y aller. Et quand ils ont vu les dossiers, la longueur des dossiers, la difficulté des dossiers, ils se sont découragés. Et c'était tout à fait compréhensible parce que des fois, on n'est pas prêt. Il y a des appels à projets auxquels on voudrait répondre et on n'est pas prêt. Et je pense que dans ces cas-là, il faut se dire, bon, on n'est pas prêt, mais qu'est-ce qui fait que la prochaine fois, parce qu'il va y en avoir d'autres, c'est très, très clair, je le vois au niveau des Nations Unies, je le vois au niveau de l'Union européenne, la protection civile non armée, l'autoprotection des communautés, tous ces enjeux-là deviennent essentiels, tout simplement parce que il y a de moins en moins de ressources financières pour des grandes opérations militaires, de toute façon. Et donc, il y a un véritable intérêt pour une réflexion locale sur le sujet. Mais on sait peu de choses. Donc, différents types de projets peuvent apparaître. Moi, j'en ai vu passer l'année dernière aussi. Mais c'est souvent, ça semble souvent hors de portée. Donc, une des clés pour pouvoir essayer d'atteindre ces appels à projets, c'est déjà de construire des réseaux en amont et d'essayer de se coordonner pour atteindre certaines tailles critiques. Deuxième axe, c'est de trouver des partenariats avec d'autres types d'institutions et je pense les ONG et les universités peuvent, de ce côté-là, bien travailler ensemble, surtout sur des partenariats recherche où les ONG locales et internationales avec parfois oui, je disais des universités pour postuler à des demandes de fondations. Parfois, il y a des petites fondations avec lesquelles on peut s'associer pour postuler à des fondations plus grandes, les appels de fondations plus grandes, voire des appels institutionnels. Donc, il y a différentes combinaisons possibles, mais il faut travailler à plusieurs pour arriver à quelque chose. Je plus sois tout ce que tu dis. Est-ce qu'il y a déjà des questions, peut-être de clarification ou de compréhension de ce que j'ai dit? Il y a peut-être des choses qui n'étaient pas claires. C'est aussi l'occasion potentiellement poser des questions, soit partagées sur votre expérience dans la recherche de fonds pour les projets que vous avez développés ou parler de vos projets également. J'ai une question, Marion, c'est possible.
Oui, 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 tout à fait. Euh, moi, c'est moi, c'est Bakran Sidi Mohamed. Je suis parmi les élèves très gérés de Marion, là, d'accord, sur la formation, sur la violation de la non-violence, là. Donc, j'ai normalement des questions à poser à Cécile, si c'est possible de poser des questions. tout à fait, tout à fait. OK. La première question, c'est que vraiment, tellement que la formation que nous avons eu la chance là, de faire avec Marion, à la fin de la formation, on a créé un réseau de jeunes, Oui, hommes et femmes, un réseau qui regroupe des pays du Sahel et des pays vraiment confrontés à l'insécurité. oui. On s'est dit que c'est à travers ces réseaux-là qu'on peut vraiment être utile à la protection des civils, à tous les éléments liés en tout cas, à la protection des civils, la gestion des conflits non violents, Mhm, toutes les questions liées à la PCP, ouais, la protection mhm. civile des paix. Donc, on a créé un réseau. Le réseau, on l'a appelé le réseau des jeunes pour la paix au Sahel, Rejab Sahel. D'accord. Ensuite, notre première initiative, c'est vraiment élaborer un projet régional qui prendra en compte des activités non seulement au Mali, mais au Niger Mhm, et aussi au Burkina. mhm. Et ce qu'on appelle la zone de l'Iptako-Gourma, parce que maintenant au stade, c'est vraiment la zone la plus dangereuse. Et c'est là-bas qu'il y a vraiment tous les conflits et tous les problèmes au Sahel maintenant. Oui. Donc, après toute la formation qu'on a reçue, vraiment qu'il faut vraiment qu'on mette en application, on s'est dit qu'il faut, c'est ces projets-là qui vont vraiment nous aider à atteindre nos objectifs. Mhm. Les projets, les projets est intitulé Femmes victimes et solutions des conflits. D'accord. Pour l'expliquer juste en une phrase, pour l'expliquer en une phrase, ça veut dire que ce sont les femmes qui sont les premières victimes des conflits. Et c'est aussi à partir des femmes qu'on peut facilement avoir des solutions aux conflits. C'est un Mhm. peu une petite explication au titre de notre projet. D'accord. Donc, grâce encore au soutien de la même organisation des Marions, ils ont mis à notre disposition une experte. J'ai eu la chance de travailler avec une dame qu'on appelle Parfaite, qui Oui. est vraiment très, très spécialiste dans les montages des projets, la budgétisation. On a Mhm. vraiment rédigé tous les projets, son budget, tous les détails ont été pris en compte. Mhm. Donc maintenant, ça m'amène à poser mes deux questions. La première question, j'ai suivi l'exposé. La première question, c'est comment avoir, maintenant que notre organisation a rédigé son projet, comment avoir des partenaires, un partenariat, par exemple, un partenariat de recherche avec une organisation du Nord, c'est-à-dire que, puisqu'on n'a pas la capacité technique ou l'expérience large Mhm. de mener à bien un tel projet et qu'on est vraiment nouveau, notre organisation est nouvelle. Comment faire pour avoir un partenaire, par exemple des universités, comme j'avais dit, des ONG Mhm. ou des fondations, comment faire pour avoir intéressé à notre idée de projet, ensuite avec laquelle on peut travailler pour mettre en œuvre notre projet. Ça, c'est ma première question. OK. Et votre deuxième, alors, je réponds ou vous voulez que poser les deux en même temps? Je pose la deuxième, comme ça je me tais, quoi. Allez-y. La deuxième question maintenant, si jamais on trouve une solution à la première, est-ce qu'on a une possibilité d'avoir des gens qui vont qui vont nous aider à adapter notre projet aux conditions techniques pour les financements? Ça veut dire pour qu'on adapte au Caneva,
et souhaiter voilà, une étude ou bien une vérification. Voilà, en tout cas, qu'on nous aide seulement à adapter. Par exemple, les canevas que nous, on a utilisés, s'il y a un autre canevas plus facile pour les financements, s'il y a ces canevas qu'on adapte notre projet aux conditions de financement. D'accord. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, ce sont les deux questions que j'ai. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors déjà, je ne sais pas si j'aurai une réponse totale, mais déjà, ce que vous faites, de vous mettre en réseau, déjà d'avoir le courage de vous dire, je me lève, je fais quelque chose. On se met en réseau et on essaye de réfléchir à quels sont les grands enjeux pour nous. En l'occurrence, vous avez dit la question des femmes, etc. C'est déjà un énorme travail qui est fait. Et de ce que je comprends, donc vous avez réussi à le formaliser, à le formuler, à le coucher sur papier également. Et là, vous posez deux questions. Comment trouver des partenaires, si je comprends bien? Et deuxièmement, comment avoir l'aide technique, possiblement pour obtenir des soutiens financiers? Alors, sur les partenaires, je pense qu'il faut essayer de rentrer dans différentes plateformes où vous pouvez rencontrer d'autres partenaires. Alors, NP connaît peut-être des plateformes. Moi, il y en a une en France qui est le Comité français pour l'intervention civile de paix, parce qu'on a des partenaires africains d'autres pays déjà. Donc, ça peut être aussi une façon d'apparaître sur d'autres réseaux, en tout cas en France. Et surtout, sur ce réseau-là, par exemple, il y a aussi une des premières fondations sur le travail non violent qui est là. Et c'est possible de postuler, de demander des financements. Mais à chaque fois, il faut aller voir sur les fondations, il faut aller voir quels sont les critères, quels sont les deadlines, quelles sont les leçons pour demander des financements. Donc enfin voilà, continuez à essayer puisque vous avez un nom pour votre plateforme, essayez de voir si votre plateforme, votre réseau peut joindre des réseaux plus grands. C'est-à-dire, en fait, c'est surtout pour que vous ayez de l'information quand ça circule dans les réseaux et que vous appreniez, ah, tiens, là, il y a un appel à projet, là, il y a une deadline. Donc, c'est continuer ce travail tout en essayant de montrer, si possible, même si c'est tout petit, ce que vous faites déjà, ne serait-ce que, voilà, on se rencontre en Zoom une fois par mois pour échanger sur nos situations. Des petites choses comme ça, très concrètes, qui montrent que vous êtes un réseau. On a mis en place un atelier dans tel et tel village. On a partagé telle et telle information. On fait, moi je vois au nord du Cameroun, il y a des partenaires qui font des séances sur le vivre ensemble et des sessions de films, des choses comme ça. Donc, si vous le pouvez, essayez en tout cas de montrer ce que vous pouvez faire et de postuler pour être dans des réseaux plus grands. On peut partager des idées de réseau. Ça, c'est un point. L'autre chose qui me paraît peut-être importante, c'est de voir s'il n'y a pas dans vos pays des universitaires et des universités qui seraient d'accord pour travailler avec vous. Parce que ça peut être aussi un autre point d'entrée. Alors, il faut vraiment des gens qui soient intéressés, pas qu'ils soient intéressés juste au moment de l'appel à projet ou des choses comme ça. Mais vous avez certainement des gens très plein de connaissances et qui sont intéressés. Et eux, les réseaux universitaires, c'est encore un autre réseau, un autre système de réseau. Ils sont reliés à d'autres universités, peut-être dans des pays du Nord, etc. Et je vois sur des gros appels à projets, c'est bien d'avoir ce lien-là. Donc, voilà, moi, je viens d'une université catholique. Et donc, par exemple, nous, on a des contacts avec des universités catholiques en Afrique de l'Ouest. Il y en a plusieurs. J'ai des collègues de l'Institut de médiation à l'Institut catholique de Paris qui ont monté un DU sur la médiation aussi avec des collègues de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, par exemple. Mais je suis sûre que dans les différents réseaux, même dans les gens qui entendent là,
il y a déjà pas mal de contacts. Donc, le réseau universitaire, c'est un réseau intéressant, parce ils ont certains accès. Les réseaux ONG, ils sont en train de se développer. Ça, c'est mes premiers conseils. Après, sur ce que vous appelez les conditions techniques, là, je ne suis pas trop sûre de ce que vous voulez dire. Mais je pense qu'il est possible de faire des demandes notamment aux fondations, je pense. Alors, il faut suivre il faut suivre les appels à projets ou les appels à financement, ou les sites web des fondations, notamment allemandes en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la Friedrich Herbert Stiftung, la Konrad Adenauer Stiftung. Je vous ai parlé de Non-Violence 21, qui est une fondation française des actions non violentes. Et ça, c'est vraiment une à regarder de près parce qu'il s'intéresse beaucoup, beaucoup au continent africain. Donc, sur ce type d'organisation, vous pouvez faire des petites demandes. Et si elles sont ciblées sur voilà, la mise en place ou le renforcement d'un réseau existant, la mise en place d'un site web, la mise en place d'ateliers, des choses assez concrètes, je pense que ça peut intéresser. Merci beaucoup, Cécile. Je pense que c'est des réponses et des pistes très concrètes. J'espère que vous avez pris bonne note. C'est aussi, si vous avez, on pourra rappeler ces noms-là par écrit aussi. Oui, on peut les écrire dans le chat, les fondations, il y en a quand même beaucoup. Alors, il faut aussi regarder les fondations privées. Il faut aussi regarder, alors j'ai oublié un troisième réseau qui est quand même très important, je pense, c'est les réseaux des organismes religieux. Même si votre réseau n'est pas forcément religieux, mais il y a beaucoup de réseaux religieux qui travaillent aussi sur la paix. Et ce sont parfois des lieux de rencontre, des lieux d'échange. L'intérêt de ces réseaux, c'est que très souvent, il y a des structures derrière. C'est-à-dire, il y a des lieux où on peut se rencontrer, il y a des moments qui sont organisés et il peut y avoir aussi un intérêt et des financements. Et moi, les partenaires africains que je connais travaillent. Alors, bien sûr, je suis une université catholique, donc on a plutôt des réseaux catholiques, mais il y a des réseaux qui sont aussi protestants, qui sont extrêmement actifs. Je pense par exemple au réseau Church and Peace. Le réseau Church and Peace, il est œcuménique en fait. Il y a différentes branches du catholicisme, du protestantisme, des orthodoxes, etc. Et il est aussi actif. Il y a des réseaux protestants très actifs. Il y a des réseaux ménonites. Et ils ont une forte tradition de paix. Donc, c'est certainement, vous voyez, je vous ai dit, dans les types de réseaux, je dirais, il y a les réseaux religieux qui ont un intérêt pour la paix et qui travaillent aussi dessus. Il y a les réseaux universitaires qui ont leur monde aussi. Et puis après, il y a le réseau des ONG et puis il y a le réseau des institutions, si vous voulez, on peut les mettre comme ça. Et derrière tout ça, il y a différents types de financement. Les financements institutionnels, c'est assez difficile à obtenir quand on est nouveau dans le champ, mais les fondations, ça peut être un premier pas. Et pour ça, c'est bien d'être en association avec des ONG, universités, peut-être institutions religieuses, aussi les autorités locales. Mettez-vous en lien avec des autorités locales et travaillez avec eux. Ça peut être aussi une façon d'intéresser, par exemple, une fondation, ou alors d'intéresser une ville partenaire. J'ai vu aussi des travaux intéressants sur les villes jumelées, vous savez, tous les partenariats entre des villes européennes et des villes du continent africain. Tous les partenariats peuvent donner lieu à soutien et parfois financement. Cécile, je m'excuse, je vais devoir me déconnecter pendant 2 minutes. Il faudra juste me accepter de nouveau. D'accord. Je t'ai mis en haute. Je reviens dans 2 minutes. J'ai juste un problème d'ordinateur. D'accord, pas de souci. À tout de suite. Donc oui, au fur et à mesure que je réponds un peu aux
remarques me viennent de nouvelles idées et effectivement, tout le réseau